Buenos días, buenas tardes, desde la... Bonjour, bon après-midi. Depuis le siège de l'Organisation panaméricaine de la santé, l'OPS, à Washington, D.C., bienvenue à cette conférence de presse sur la pandémie de COVID-19 dans les Amériques. Je suis Luciana Viegas, conseillère d'affaires publiques, et aujourd'hui, nous sommes en décembre 2021. Comme toutes les semaines, nous avons l'interprétation vers le français, l'espagnol, le portugais et l'anglais. Et les journalistes pourront poser leurs questions en cliquant sur le bouton Q&A. Nous avons déjà reçu plusieurs questions de votre part par le courrier électronique. Merci beaucoup. N'oubliez pas d'indiquer votre nom et vos médias dans vos questions. Aujourd'hui, la directrice de l'OPS, le docteur Carissa Etienne, vous parlera de la situation du COVID en Amérique, dans les Amériques. Avec le docteur Carissa, nous avons le docteur Jarbas Barbosa, directeur adjoint de l'OPS, le docteur Ciro Ugarte, directeur des urgences sanitaires à l'OPS, le docteur Sylvain Aldigueri, directeur des incidents pour la COVID-19, et également le docteur Jairo Mendes Rico, conseiller en maladies virales émergentes à l'OPS. Je passe la parole maintenant au docteur Carissa Etienne pour son discours d'ouverture. Docteur Etienne, vous avez la parole. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette conférence de presse. La semaine dernière, le continent américain a signalé plus de 926 056 nouvelles infections par la COVID-19, ce qui représente une augmentation de 18,4% dans les cas par rapport aux semaines précédentes. En Amérique du Sud, en Amérique du Nord, aux États-Unis et le Canada, connaissent une résurgence des cas, tandis que le Mexique continue à signaler une réduction de ces mêmes infections par la COVID. En Amérique centrale, les cas sont à la baisse, à l'exception du Panama, où les cas ont constamment augmenté ce dernier mois. Le paysage change en Amérique du Sud. Les cas ont baissé en Bolivie pour la première fois depuis septembre 2021, mais dans le même temps, les infections par la COVID ont augmenté en Équateur, au Paraguay et en Uruguay, tandis que les cas sont stables au Brésil et au Pérou. Dans les Caraïbes, les infections sont en baisse d'une manière générale, mais au Trinidad et Tobago, on a enregistré un nombre de cas record hebdomadaire et les cas ont augmenté à Sainte-Lucie de 66%. Les îles Caïmans ont signalé leur plus grand chiffre hebdomadaire également pour les territoires et les pays aux Amériques. Donc, la COVID ne part pas comme ça. Il faut recourir à toutes les ressources dont nous disposons, vaccins, masques, distanciation sociale et bien entendu, la surveillance. Aujourd'hui, c'est notre dernière conférence de presse de l'année, donc j'aimerais en profiter pour réfléchir un petit peu sur cette deuxième année de la pandémie, une année 2021 qui nous a marqués, qui nous a défiés, mais qui nous a également fourni des raisons d'espérer. Depuis le début de cette pandémie, plus de 98 millions de gens sur le continent américain sont tombés malades à cause de la COVID et plus de 2 300 000 personnes dans notre région ont perdu la vie à cause de ce virus. Plus d'un tiers de tous les cas de COVID et un quart des décès dus à la COVID signalés mondialement ont eu lieu ici, sur le continent américain. Et lorsqu'on compare les chiffres de 2020 et de 2021, cette année, malheureusement, a été sans aucun doute pire. Nous avons vu un triplement des infections et des décès à cause de la COVID lors de cette seconde année par rapport à 2020. Les hôpitaux ont été poussés au bout de leur capacité. Les médicaments vitaux et les fournitures médicales ont été rares et nos systèmes de santé ont été poussés au bout de leur capacité également. Mais tandis que ça a été une année difficile, nous avons appris que ce qu'il en faut pour contrôler ce virus. Et grâce aux vaccins, nous avons protégé des dizaines de millions de gens. Et à l'aube de 2021, les vaccins n'étaient pas encore arrivés, mais aujourd'hui, plus d'1 milliard 300 millions de vaccins, de doses ont été administrés ici dans les Amériques.
Même si le déploiement des campagnes de vaccination n'a pas été aussi rapide qu'on l'aurait voulu, et sa distribution n'a pas été très équitable, plus de 56% des gens en Amérique latine et dans les Caraïbes ont suivi un schéma vaccinal complet grâce à l'effort déployé par les pays et le soutien des donateurs. Certains pays de notre région, comme le Chili, Cuba, l'Uruguay et le Canada, connaissent un des taux de couverture les plus importants au monde. Cependant, des millions de gens dans notre région n'ont pas encore reçu leur première dose. L'inégalité face au vaccin continue à fracturer notre région et si nous ne nous occupons pas de ces lacunes criantes, nous n'arrivons pas à prendre le contrôle de cette maladie. Il n'existe aucune recette magique pour nous protéger contre la COVID-19. C'est la raison pour laquelle il nous faut faire appel à de nouveaux outils et en faire un usage intelligent. Aujourd'hui, il y a certains médicaments prometteurs qui sont en cours de développement, dans les derniers stades de développement qui pourront nous aider à traiter la COVID, éviter des hospitalisations ainsi que les décès. S'il devait être approuvé par les autorités sanitaires, il faudra s'appuyer sur ces technologies et en tirant les enseignements de ces 2 dernières années. La première de ces leçons est ce que toute décision doit être fondée sur des faits scientifiques. Nous exhortons les pays de notre région à suivre les conseils du comité d'experts de l'OMS, des scientifiques et des autorités sanitaires dont c'est le travail d'analyser avec soin la sécurité et l'efficacité des médicaments et qui recommandent les conditions dans lesquelles, quand, où et comment on peut déployer ces outils. La deuxième leçon, c'est qu'il nous faut être prêt à recourir à ces outils une fois qu'ils sont disponibles. Et si de nouveaux traitements vont recevoir l'autorisation de mise sur le marché, les pays et les laboratoires doivent collaborer pour garantir que chaque personne qui pourrait profiter de ces outils y ont accès à un prix que nos pays peuvent se permettre de payer. Comme nous l'avons vu avec les vaccins contre la COVID, l'approvisionnement et l'offre peuvent se représenter des obstacles importants et peut maintenir ces vaccins hors de portée de la plupart. Donc, il ne faut pas laisser l'histoire se répéter. Il faut commencer à travailler dès maintenant pour étendre la capacité de production, y compris dans notre propre région, donc pour que nos pays ne soient pas complètement dépendants des importations de pharmaceutiques. Même si c'est encourageant que certains laboratoires soient en train de développer des nouveaux antiviraux contre la COVID et est promis de rendre leurs produits disponibles à des prix abordables dans la plupart des pays les plus pauvres, nous sommes quand même inquiets que parmi les pays qui ont été le plus touchés par la COVID, y compris dans notre région, n'arrivons pas à atteindre ces médicaments. Par conséquent, sans soutien complémentaire, beaucoup de ces pays dans notre région seront laissés sur le bord du chemin. Donc, l'OPS suit de façon très étroite et sur le pont pour soutenir les pays, les organisations internationales, les entreprises et les partenaires pour trouver des solutions alternatives pour garantir l'accès à ces futurs outils thérapeutiques, y compris ces antiviraux. Notre région dispose de l'expertise technique nécessaire, de même qu'une capacité de fabrication qui est bien établie, de même qu'une infrastructure d'autorité sanitaire qui est en place et un mécanisme d'achat mutualisé à travers notre fonds stratégique qui, s'il est bien utilisé, nous aidera à accélérer l'accès à ces technologies contre la COVID. Mais pour effectuer ce travail régional, nous avons besoin de la bonne volonté des laboratoires pour qu'ils partagent ces technologies et les ressources à tous les pays des Amériques pour qu'aucun de nos pays soit laissé sur le bord du chemin alors que des nouvelles solutions technologiques sont disponibles. Une des plus importantes leçons de cette pandémie, c'est l'importance de la solidarité et de la collaboration. Cette collaboration entre pays, si elle est efficace, permet de développer des vaccins dans un temps record, permet d'identifier des nouveaux variants très rapidement et cela permet que les pays ajustent leurs réponses
en fonction des données scientifiques les plus à jour. À chaque fois que nous avons réussi à collaborer, nous avons fait des découvertes scientifiques. Mais lorsque chaque pays travaille dans son coin, quand les innovations et les ressources n'étaient pas partagées, nous avons permis à cette pandémie de se développer. Donc, le partage est vital pour en finir avec cette pandémie. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais conclure ce discours d'aujourd'hui en remerciant les journalistes qui nous ont rejoints aujourd'hui et qui nous ont couvert notre conférence de presse au cours de cette année. Ils ont couvert les découvertes sur la COVID-19. En propageant l'information, vous avez aidé les gens dans le monde entier à mieux comprendre les dernières preuves scientifiques et à permettre aux gens de se protéger et de protéger les leurs. Nous comptons sur ce même esprit de collaboration pour 2022 afin de battre la COVID-19. Merci beaucoup. Merci, docteur Étienne. Je vous demande de bien vouloir nous excuser pour le bruit qu'il y a. Nous passons la question à Sylvain Question de Aldiveri. Koshima Shigesu du Nikkei sur la question de l'Omicron. Gardons à l'esprit que éviter une épidémie. Merci pour cette question de Kosuke Shimizu, du correspondant au Mexique de Nikkei. D'abord, j'aimerais souligner, grâce à la participation active des laboratoires dans le réseau régional de surveillance génomique, nous avons pu suivre la répartition et la circulation des différents variants de la SARS-CoV-2 et tout au long de l'année dernière. Le réseau est soutenu par 7 laboratoires de référence régionaux. Ils couvrent l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud et les Caraïbes. Jusqu'ici, le variant Delta est encore et toujours celui qui prédomine dans toute la sous-région des Amériques. Au jour d'aujourd'hui, le variant Omicron a été détecté dans 9 pays et territoires du continent américain. Les États-Unis, le Canada, le Mexique, l'Argentine, le Chili, le Brésil, Cuba, la République de Trinidad et Tobago et les Bermudes. L'Omicron détecté dans notre région a surtout été associé aux voyageurs. Cependant, les données sur la transmission communautaire est assez limitée encore dans notre région. Il est donc nécessaire de toujours garder à l'esprit que les flambées et l'augmentation des cas sont déclenchées par un processus multifactoriel. La circulation des variants n'est qu'un de ces facteurs et n'est peut-être pas le plus important d'entre eux. À ce moment précis, dans l'état de l'analyse du taux brut du variant Omicron dans certains pays de la région européenne et la diffusion du variant Delta dans notre région des Amériques, il est important de se rappeler les fondamentaux de l'état de préparation de nos services de santé et les fondamentaux de la réponse opérationnelle à cette pandémie. Peu importe la circulation des variants, toutes les mesures de santé publique qui ont déjà été mises en place pour limiter la transmission du virus, y compris la distanciation sociale, y compris le recours systématique à un masque dans les espaces clos, et y compris bien sûr les campagnes de vaccination pour réduire les formes graves de la maladie. Toutes ces mesures de santé publique fonctionnent. Il s'agit de mesures extrêmement efficaces quand elles sont mises en œuvre de façon stricte. C'est la raison pour laquelle ces mesures doivent être maintenues et même renforcées pour y compris atteindre la population qui n'est pas vaccinée et qui est à risque, ou alors la population qui n'a pas complété son schéma vaccinal en fonction des campagnes nationales de vaccination. Merci. Stephanie Lonen de Global Health Reporter du New York Times. Stephanie demande ce que nous
savons et que nous devons prévoir, et nous devrions prévoir sur le variant Omicron et le vaccin chinois et russe et les conséquences pour les régions du monde qui dépendent fortement de ces vaccins. Merci pour cette question. Laissez-moi vous dire que le plus grand commentaire que j'ai à faire, c'est que ce n'est pas la meilleure manière de décrire le vaccin en désignant un vaccin par le pays des producteurs de ce vaccin. Laissez-moi vous dire que nous disposons de 2 vaccins chinois qui ont obtenu l'autorisation d'utilisation d'urgence de l'OMS, l'EUL en anglais, donc qui sont des vaccins qui sont à la fois une bonne qualité de production et qui sont efficaces et qui ont réussi les tests des essais cliniques et donc ont donc obtenu leur certification par l'OMS. Donc, il est important de continuer à vacciner, comme notre directrice l'a dit, et ainsi que le docteur Sylvain Ligueri. Le variant le plus prédominant des Amériques est toujours le variant Delta. Ne nous soucions pas trop du Omicron et en arrêtant de vacciner. Il y a encore beaucoup de pays dans notre région qui ont besoin d'augmenter la couverture vaccinale pour protéger leur population. Deuxièmement, le comité consultatif d'experts sur l'imagination, qui est un corps indépendant d'experts, le SAGE de l'OMS, et déclare qu'il n'y a pas encore de preuves montrant que ces vaccins ne vont pas fonctionner contre le variant Omicron. Bien sûr, il peut y avoir certaines différences dans l'efficacité des vaccins quand surgit un nouveau variant. Cela arrive. Cela est arrivé avec le variant Delta, mais la vaccination combinée avec les mesures de santé publique sont encore le meilleur moyen de protéger toutes les populations de tous les variants. Donc, attendons. Quand nous aurons des preuves scientifiques solides, nous diffuserons des recommandations de façon très rapide auprès des pays, mais pour l'instant, ne prévoyons pas ce qui est impossible de prévoir sur les attitudes à avoir et ne soulevons pas d'inquiétudes inutiles ou ne répandons pas de rumeurs qui vont empêcher les gens de se faire vacciner. Merci. La prochaine question en Kevin anglais de Fellman Kevin du Coleman. Guardian Media de Trinidad et Tobago qui demande, il y a des nouvelles selon le variant Omicron serait moins fort que Delta. Est-ce qu'il va toucher les taux d'hospitalisation et si ça devient le variant prédominant dans les pays, qu'est-ce qui va se passer, Dr. Adigeri ou Dr. Mendes Tarico? Je vais peut-être commencer à répondre à cette question, Luciana. Pour ce qui est les signalements de formes bénignes dues au variant Omicron dans la région africaine, j'aimerais être très prudent là-dessus. Pour ce qui est ces rapports anecdotiques et préliminaires, dans un contexte très particulier quand même. À ce sujet, les experts de l'OPS se suivent de très près les informations partagées par certains pays européens, y compris le Royaume-Uni, où le taux de croissance du variant Omicron pèse sur les services de santé dans certaines régions du monde. Il y a différents scénarios qui sont sur la table. La co-circulation des 2 variants Delta et Omicron lors des prochaines semaines et prochains mois est l'un de ces aspects. Mais quel que soit le scénario, les pays devraient se préparer à renforcer leurs services de santé et se préparer à un plus grand nombre de patients hospitalisés. Si on observe les courbes en augmentation, j'espère avoir répondu aux inquiétudes du journaliste de Trinidad et Tobago. Merci. Passons à la question sur le contexte de Noël et du réveillon de la nouvelle année. La première question nous vient de Chris Winchester, journaliste de la zone País du groupe El Comercio Pérou, qui nous demande, question du Pérou, commentant l'augmentation des cas dans le pays parmi les patients
vaccinés. L'OPS considère-t-elle la fréquentation massive des magasins, des lieux de divertissement et des centres d'attraction dans le contexte des fêtes de fin d'année comme une situation à risque pour une résurgence ou une nouvelle vague d'infection? Le pays a changé à l'approche de Noël. Qu'est-ce que l'OPS recommande à ces pays en ce moment? Laissez-moi vous remercier pour cette question. Bien entendu, les fêtes de fin d'année sont un moment de fête et de commémoration, mais il faut continuer à rester prudent cette année. Ne pas se laisser infecter par la COVID-19 pendant les festivités ou dans des rencontres familiales. Nous savons qu'il y a des mesures de santé publique qui marchent pour prévenir les infections et les gens devraient suivre ces recommandations de la part des autorités sanitaires de leur pays. Nous avons entendu plusieurs de nos spécialistes qui les ont mentionnés. Ce qui est plus important encore, c'est que nous sommes persuadés que les gens doivent se faire vacciner quand c'est leur tour et devraient toujours porter un masque quand ils sont parmi d'autres personnes. Donc, et se tenir à une certaine distance les uns des autres. Même quand il y a un assouplissement des mesures de santé publique, il nous faut quand même faire preuve de prudence en évitant ce qu'on aime bien se référer comme des excès, par exemple les espaces clos où il y a peu de ventilation et beaucoup de gens. Il faut éviter également les contacts rapprochés, comme par exemple des conversations très rapprochées avec des personnes. Le risque d'infection augmente toujours quand ces trois cercles, ces trois conditions sont présentes en même temps. Donc, attention de ne pas fréquenter des fêtes ou dans des centres commerciaux ou des contacts rapprochés. Portez un masque, ouvrez les fenêtres pour garantir la circulation de l'air. Je voudrais pas arrêter de dire qu'il faut porter le masque, mais j'insiste sur le fait qu'il faut porter le masque qui couvrant la bouche et le nez, parce que souvent les gens le baissent ou ne couvrent pas leur nez. Lavez-vous les mains fréquemment, ne touchez pas votre bouche, votre nez ou vos yeux sans vous laver les mains. Rappelez-vous que la pandémie n'est pas terminée et il nous faut rester prudents, vigilants et en sécurité. Nous avons vu que le variant Delta était prédominant, mais maintenant, le variant Omicron, on ne sait pas ce qui va se passer. D'autres peuvent surgir, mais les mêmes outils et solutions fonctionnent, quel que soit le variant. Le meilleur moyen de lutter contre ces variants, c'est que les pays continuent à travailler pour vacciner toutes les populations éligibles et qu'ils continuent à promouvoir ces mesures sociales et de santé publique qui évitent la transmission. Merci beaucoup, Dr. Etienne. Question suivante de Jasmine Brown de Nassau, de Our News Reporter des Bahamas. Jasmine demande, les Bahamas ont commencé à administrer une troisième dose ce lundi. Hier, un responsable de Pfizer a dit que d'ici un an, il y aura besoin d'une quatrième dose. Quelle est l'opinion de l'OPS là-dessus, surtout en prenant en compte que l'inégalité face au vaccin est encore un problème dans la région, Dr. Barbosa? Oui, merci beaucoup Jasmine pour cette question. Je crois qu'il faut reconnaître l'effort que les Bahamas et beaucoup d'autres pays déploient pour augmenter l'accès à leur population au vaccin. Les Bahamas progressent très rapidement. Ils en sont à peu près à 36% de couverture vaccinale de sa population, suivant la recommandation que l'OPS avait faite, une recommandation très importante d'augmenter la couverture vaccinale de la population et de rendre la troisième dose importante pour les groupes vulnérables désignés par l'OMS. Donc, Sinovac, Sinopharm, pour les plus de 60 ans, pour les 60 ans ou plus, et vacciner les gens qui sont immunodéprimés. Donc, les autres groupes d'âge ne sont pas prioritaires. Il vaut mieux augmenter la couverture des personnes les plus vulnérables. Pour ce qui est de la recommandation par rapport
de ce responsable de Pfizer. Nous ne pouvons pas faire de commentaires là-dessus. Nous ne pouvons pas dépendre de conférences de presse de directeurs généraux de laboratoires pharmaceutiques. Il faut s'appuyer sur des données scientifiques fiables qui sont la base pour le groupe d'experts que j'ai mentionné auparavant, le SAGE de l'OMS, qui émettent les recommandations de l'OPS ou de l'OMS. Donc, pas de spéculation de la part d'un spécialiste ou pas. Et ces groupes d'experts, donc ça peut créer de la confusion auprès des populations. Donc, mieux vaut attendre pour continuons à vacciner avec les doses qui sont disponibles, parce qu'elles protégeront contre le variant Delta, qui est le plus prédominant dans notre continent, les Amériques, et qui va permettre d'éviter les formes les plus sévères, le séjour en réanimation et tout cela. Et c'est lié pour l'instant encore au virus, au variant Delta. Donc, gardons ces recommandations à l'esprit, analysons avec prudence les nouvelles preuves scientifiques qui vont surgir dans les semaines qui viennent et nous émettrons des recommandations qui sont vraiment basées scientifiquement. Une question suivie de Jasmine Brown des Bahamas sur les écoles. Elle demande les écoles publiques vont réouvrir pour l'enseignement présentiel en personne. Quelle est l'opinion de l'OPS là-dessus, Dr. Hogarth? Merci de cette question importante parce que beaucoup de pays pensent réouvrir leurs écoles. Laissez-moi commencer par une opinion qui n'est pas seulement de l'OMS, mais de l'OPS et qui a été adoptée par plusieurs pays. La continuité de l'enseignement pour les enfants, pour leur bien-être général et pour leur sécurité et leur santé, devrait être la priorité de toutes les décisions qui doivent être prises dans ce contexte de pandémie par la COVID-19. Donc, la réouverture ou la fermeture de classes ou d'écoles à l'enseignement en présentiel, l'OMS et l'OPS en a parlé, et il y a également des mesures de distanciation sociale et de mesures barrières qui ont été mises en place et il y a des documents précis qui détaillent comment ces mesures doivent être mises en œuvre, prenant en considération la situation épidémiologique locale, mais en examinant également la capacité de réponse à une augmentation de nombre de cas et en prenant également en compte l'émergence de nouveaux variants. Par exemple, le niveau de situation où il y a une transmission communautaire avec une capacité de réponse limitée, donc à ce moment-là, les écoles primaires et secondaires peuvent être restées ouvertes, mais avec des mesures de sécurité et de surveillance en place, tant que le contexte local le permet. Mais les situations dans lesquelles il y a une épidémie incontrôlée, et dans les cas où la situation est au niveau 4, avec aucune capacité de réponse supplémentaire, seulement les individus vaccinés totalement ou partiellement devraient rester à la maison et devraient limiter les contacts avec les gens en dehors de leur foyer. Donc, c'est la situation pour les écoles, même chose. Donc, nous considérons que la décision des Bahamas de reprendre l'enseignement présentiel semble refléter la condition des leçons apprises et des enseignements tirés des 2 dernières années. Les institutions éducatives vont permettre la ventilation adéquate, vont maintenir la distanciation sociale et vont permettre l'hygiène des mains. Donc, le protocole pour le recours aux masques est également développé aux Bahamas et les mesures sont prises entre les autorités sanitaires et éducatives pour la détection précoce et la gestion des cas positifs dans le cadre scolaire, ainsi que l'identification et le suivi des cas contacts. Donc, il y a beaucoup de critères que j'aimerais mettre en évidence. Et dans les pays où il y a une transmission communautaire forte et où les mesures de santé publique
peuvent pas être mises en place. Et alors, les masques doivent être utilisés en contexte dans les écoles. Donc, il faut suivre les recommandations de l'OPS et de l'OMS pour le contexte scolaire. Donc, les priorités pour les autorités scolaires doivent être la suppression de la transmission. Et par conséquent, la protection des services de santé et la protection de ceux qui ont été touchés par la COVID-19 et les autres maladies. Donc, le processus décisionnel sanitaire est difficile dans ce contexte. Toutes les conséquences pour l'interruption ou la continuation de l'enseignement présentiel, dans la sécurité des enfants, des enseignants et du personnel scolaire, mais également de la communauté, de la transmission de la communauté. Donc, toutes ces décisions doivent être prises avec précaution et suivies, contrôlées. Merci beaucoup, Dr. Ugarte. Maintenant, nous passons à une question de Jacqueline Villeda du diario El Mundo de El Salvador. Deux questions. La première question de Jacqueline. Que pensez-vous du fait que des pays comme le Salvador ne demandent plus de tests PCR négatifs ou un carnet de vaccination pour l'entrée des voyageurs, et étant donné l'émergence d'une nouvelle variante préoccupante? La deuxième question. Savez-vous quand le Salvador a envoyé pour la dernière fois des tests à séquencer pour trouver les variants circulants? Docteur Aldigueri, s'il vous plaît. Merci pour cette question qui nous vient de El Salvador. Je vais commencer par la première partie de la question et après je passerai la parole au docteur Jairo Méndez Rico, qui est notre leader de l'équipe du laboratoire et conseiller régional pour les maladies virales. À l'heure actuelle, l'OPS et l'OMS recommandent que les pays déterminent leurs mesures concernant les voyages internationaux d'après une approche qui se base sur le risque. Que signifie cela? Cela signifie que d'après la situation épidémiologique et la capacité de réponse du pays, lorsqu'un pays définit son seuil de tolérance de risque face à l'introduction de cas d'infection pour le virus SARS-CoV-2, ce qui comprend les variants, et dans ce contexte, les autorités peuvent adopter ou ne pas adopter certaines mesures de diminution concernant ou de restriction concernant les voyages internationaux. Mais bien évidemment, dès lors que les décisions soient prises en tenant compte de la capacité de réponse et que le trafic international essentiel puisse rester actif. Ces mesures de restriction peuvent englober des mesures énormes, fermer les frontières par exemple, ou alors choisir de ne pas adopter ces mesures. Il est important de dire que l'OPS, l'OMS ne recommande pas de demander la preuve de vaccination comme étant une condition exclusive pour permettre des voyages internationaux à cause de l'accès mondial limité et la distribution non équitable des vaccins contre le COVID-19. Cette position va de pair avec le principe d'équité qui inspire le règlement sanitaire international en vigueur. L'OPS reconnaît que les pays pourraient décider d'utiliser des évidences de vaccination comme possibilité pour les voyageurs internationaux en rajoutant des exigences pour l'entrée ou la sortie d'un pays en tant que résultat tels que des essais de laboratoire ou des tests. Après avoir partagé ces points, il me semble que le docteur Jairo Méndez Rico pourrait mieux décrire les aspects de laboratoire
et la surveillance qui est en rapport avec ces questions de laboratoire. Docteur Mendes Rico, merci beaucoup pour cette question. Merci, docteur Aldeguerri. Concernant les tests de laboratoire pour les voyageurs internationaux à l'OPS, nous n'avons jamais recommandé de faire des preuves d'anti-antigènes ou de PCR pour pouvoir entrer dans un pays, indépendamment des variants qui circulent. Mais même des tests sensibles comme PCR peuvent montrer un résultat négatif, même chez une personne qui est positive, parce que à cause du moment où le test a été fait. Donc ces tests de laboratoire peuvent également donner un faux résultat. En outre, le résultat négatif peut faire en sorte que surgisse une situation, un sentiment de sécurité. C'est pour cela que nous devons vraiment nous efforcer pour mettre en place les gestes barrières tels que, par exemple, l'utilisation de masques, la distanciation sociale, etc. Concernant la surveillance génomique au El Salvador, grâce à cette surveillance, on a pu séquencer jusqu'au mois de novembre avec l'Institut Borges du Panama, qui, comme vous le savez, est un des laboratoires de référence du réseau. Et ainsi, on a pu établir la circulation dominante du variant, comme cela se passe dans toute la région des Amériques, avec des circulations si sporadiques de variants tels que lambda. J'espère avoir complété la réponse du docteur Aldeguerri. Merci, docteur. Maintenant, nous avons une question. Après 2 ans de la pandémie, il y a encore une confusion concernant les tests. À quelle époque faudrait faire les tests lorsqu'on a été en contact avec quelqu'un qui a des symptômes ou qui a été. Est-ce que c'est 72 heures depuis le début de contact ou du début des symptômes et ainsi réduire le risque des faux négatifs? Docteur Ugarte, est-ce que vous voulez faire des commentaires à ce sujet? Merci beaucoup. Je vais demander à Jairo de compléter ses commentaires sur les statistiques concernant la prise de tests. J'aimerais dire que la position de l'OPS et de l'OMS concernant les tests sur des individus asymptomatiques sont recommandés pour des groupes spécifiques, comme par exemple les cas contacts confirmés et les groupes qui s'exposent fréquemment, tels que le personnel soignant, etc. Donc, il n'y a aucun document de la part de l'OMS et de l'OMS qui dit à quel moment il faut faire des tests. Mais s'il y a quelqu'un qui entre en contact ou avec quelqu'un qui a été confirmé, par exemple, un cas contact, il faut tout de suite commencer la quarantaine. Si les symptômes surgissent, il faudra faire le test le plus tôt possible et s'isoler. Voici donc les aspects qui doivent être mis en œuvre. Les tests, par exemple, de PCR sur des patients asymptomiques. Ce que ceci a causé, c'est d'augmenter la demande de ces tests et réduire la capacité des laboratoires pour pouvoir traiter les échantillons et les intrants qui seraient nécessaires pour les personnes qui en ont besoin, telles que les personnes symptomatiques. Donc, si la personne a des symptômes, elle devrait faire le test le plus rapidement possible pour pouvoir protéger ses proches et limiter la transmission. Jairo, est-ce que tu veux faire des commentaires supplémentaires? Merci beaucoup, Dr. Ugarte. Il faut prendre en compte la dynamique que le virus a. En prenant en compte que lorsqu'il y a des symptômes, le plus probable, c'est que le virus a été au moins 48 heures avant
passible d'être détecté, c'est-à-dire ce qui veut dire que lorsque les symptômes débutent, il faut tout de suite faire le test et ce serait détectable du jour 1, à partir du jour 1 jusqu'au jour 3, 80% est détectable. Donc, le message pour les symptomatiques, c'est de faire le test le plus tôt possible. D'un autre côté, il fallait parler au sujet des contacts. Nous ne recommandons pas ce genre de méthodologie pour les contacts asymptomatiques, car nous n'avons pas de mesure qui puisse déterminer si quelqu'un a été en contact avec quelqu'un d'infecté, a eu la capacité de répliquer le virus. Donc, ça peut être, par exemple, le résultat peut être négatif du test et néanmoins, c'est en incubation. Donc, mais c'est une mesure bien évidemment très efficace. Donc, il faut faire très attention. C'est pour cela que je ne peux pas dire quelle est la meilleure époque ou le moment le plus approprié pour faire ce test, parce que nous n'avons pas comment mesurer ce temps. Et c'est pour cela que je pense que nous ne devrons pas faire n'importe comment ce test, comme l'a dit le docteur Ugarte, c'est gaspiller du matériel inutilement. J'espère avoir répondu à la question. Merci. Merci, docteur Ugarte et Mendes Rico. Et nous passons à deux questions qui nous viennent du Venezuela, de Contrapunto, et Mariana Sofia de Crónica Una, qui veulent savoir quels sont les chiffres réels de vaccination contre le COVID-19 au Venezuela. Et la deuxième question, le gouvernement cubain demande si le Cuba a commencé le processus pour enregistrer Abdallah et Soberana ou s'il ne s'agit encore que de candidats vaccinaux. Et Vanessa dit au Venezuela, le gouvernement incite à lancer et à appliquer ces vaccins sur la population des enfants. Est-ce qu'il y a une recommandation de l'OPS à ce sujet? Docteur Barbosa, merci pour ces questions. La première question, toutes les semaines, les pays envoient à l'OPS les données au sujet de la vaccination parce que nous n'avons pas de source alternative. Ce sont les données que les pays nous envoient. Et donc, nous vérifions, vous pouvez vérifier notre tableau qui est disponible et qui est mis à jour toutes les semaines. Aujourd'hui, Venezuela a 36% de la population qui est complètement vaccinée et 53% de la population avec tout au moins une dose. Mais ceci peuvent être les données que nous avons reçues la semaine dernière et qui seront mises à jour. Donc, ce sont les ministères de la Santé du Venezuela et de tous les pays des Amériques qui détiennent les informations plus à jour, plus actuelles. Ce que nous mettons sur notre tableau, ce sont les données que toutes les semaines, ces pays nous envoient au sujet du vaccin Abdallah et Soberana. Les producteurs de ces vaccins nous ont envoyé d'une manière officiellement à l'Organisation mondiale de la santé l'intention de commencer les procédures pour obtenir l'autorisation d'utilisation d'urgence. Ce n'est pas très vite, ça ne va pas aller très vite parce qu'il faut tout vérifier, les données de sécurité, d'efficacité, comment est-ce que comme on l'a fait pour tous les vaccins. Il me semble que c'est très positif que Cuba ait demandé officiellement à commencer le processus et ceci signifie que l'on pourra avoir plus de vaccins pour l'utilisation d'urgence, pour l'autorisation d'utilisation. Au sujet des vaccins sur les enfants, il est important de dire que chaque pays fait sa propre évaluation à travers de son autorité de santé et également se basant sur les données que fournissent les producteurs de vaccins. Nous n'avons pas de données
des vaccins qui sont en train d'être utilisés au Venezuela pour affirmer qu'il faut ou qu'il ne faut pas les utiliser chez les enfants. Ce que nous suivons, nous, ce sont les recommandations du groupe d'experts et de conseils stratégiques et d'experts en immunisation de l'OMS qui est en train de réviser certains producteurs qui ont demandé l'autorisation d'utilisation d'urgence chez les enfants. Certains pays qui ont déjà ces données peuvent les faire réviser et obtenir l'autorisation. Et finalement, je crois qu'il est très important de rappeler que les groupes prioritaires, ce sont les personnes âgées et les adultes porteurs d'une comorbidité. Et après, tous les adultes, ce sont les personnes prioritaires et c'est là où se situe le plus de cas graves, de maladies graves. Avant de penser à vacciner les enfants, il faut bien vérifier si tous les groupes d'un pays ont été protégés. Et ces informations avec les détails, ce sont les pays qui l'ont pour pouvoir faire leur propre analyse et suivre les recommandations de l'OMS. Merci beaucoup. Merci, Dr. Barbosa. Nous passons à une question qui nous vient du Mexique. Nous commençons par Blanca Valadez et Melina Ochoa de Uno TV. La question est quel est le R0 et sa reproduction et sa répartition et combien de cas de Omicron il y a au Mexique et est-ce qu'il y a déjà une transmission communautaire? Docteur Aldigueri, s'il vous plaît. Je vais peut-être commencer, comme je vais commencer à répondre et passer la parole au docteur Mendes pour qu'il nous donne plus de précision. Jusqu'à présent, au Mexique, nous avons un cas importé du variant Omicron confirmé. On nous a informé que le secrétariat à la santé suit de très près d'autres signes à travers du réseau Sentinella et du consortium des 10 laboratoires de référence génomique qui existent au Mexique. Par conséquent, on prévoit des importations supplémentaires immédiatement, telles que l'on peut l'observer dans d'autres pays du monde. Les autorités fédérales du Mexique nous fourniront des informations en temps opportun. Docteur Mendes Rico, si vous voulez compléter mes points, s'il vous plaît, ce que je viens de dire, ma réponse. Bueno, un poco para comentar respecto a la primera pregunta que se hacía. Je voudrais répondre, oui, bien sûr. On est en train de réaliser des études et ce que l'on a pu déterminer avec Omicron, c'est que son taux de transmissibilité est très élevé. Il n'a pas été calculé, mais il peut s'agir de 2 ou 3 fois plus transmissible que Delta, mais il est trop tôt pour pouvoir déterminer quel sera l'impact que ce variant aura. Il est important de dire que c'est trop tôt de dire quel sera l'impact que ce variant pourra avoir dans notre pays. Mais je peux vous rappeler que les variants préoccupants, lorsqu'ils sont entrés comme Delta, ils ont eu une vitesse d'expression très différente de celui-ci. Donc, nous ne savons pas s'il peut y avoir des réactions différentes avec d'autres variants. Et donc, nous sommes en train nous avions dit, pardon, en termes de vaccins, nous savons qu'une manière générale, il est probable qu'il y ait des variations concernant les vaccins et les variants. Nous le savons, mais ce qui est important, c'est que l'efficacité des vaccins continue à être très importante pour protéger contre les virus et toutes les fonctions que ce virus peut avoir. Donc, voilà, ça continue à être très important
c'est toujours le meilleur outil que nous avons aujourd'hui. Et finalement, concernant la situation épidémiologique au Mexique, oui, jusqu'à présent, il y a une tendance à la baisse, mais néanmoins, un peu plus de 16 700 cas. Donc, ce sont les commentaires juste pour compléter ce que le docteur Aldigueri avait dit. Merci, docteur Mendes Rico. Nous passons maintenant à la question de Laura Barras de l'agence EFE. Plusieurs pays parlent du renfort de vaccins. Mais quelle est la situation de Haïti, Nicaragua et d'autres nations où le pourcentage de vaccination est encore très bas? Quelle est l'opinion de l'OPS à ce sujet? Docteur Barbosa, merci de cette question. Notre recommandation, c'est toujours de suivre les recommandations qui se basent sur les meilleures évidences scientifiques que nous avons. Nous ne pouvons pas commencer à changer des recommandations, faire à nouveau de nouvelles recommandations sans que en 2 semaines, nous ayons toutes les évidences que les comités d'experts de l'OMS-OPS sont en train de réviser. Ce qui est très important en ce moment, c'est que notre recommandation au sujet des 3e doses, c'est la même recommandation, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des immunodéficiences, non pas à cause de Delta, mais sur les évidences que nous avons sur Delta. Pour les personnes âgées de plus de 60 ans qui ont pris le vaccin Sinovac ou Sinopharm, la 3e dose est nécessaire parce qu'après 6 mois, la protection que ces vaccins fournissent commence à diminuer. Donc, il peut y avoir l'application d'une 3e dose. Et pour le vaccin de Johnson, s'il y a la disponibilité de vaccins, si elle peut être proposée pour les personnes âgées, mais et pour les immunodéprimés, bien que les évidences nous montrent que la différence entre la première et la 2e dose est très faible. Donc, il faut utiliser d'une manière raisonnable les vaccins que nous possédons pour faire en sorte que tous les pays puissent élargir la vaccination à la plus grande partie de la population possible. La situation de Nicaragua a changé énormément et il faut reconnaître cet effort. Nous avons travaillé avec le gouvernement de Nicaragua. Il y a eu le mécanisme COVAX, des dons de pays qui venaient des États-Unis, de l'Espagne, du Japon, parmi d'autres qui ont fourni des vaccins au Nicaragua. Et ainsi, la population qui est complètement vaccinée au Nicaragua est presque en train d'atteindre 40%, qui est l'objectif pour la fin de l'année. La situation de Haïti est encore très critique. Il y a eu beaucoup de problèmes cette année au 2e semestre et des problèmes graves. Donc, la couverture de vaccination est toujours très faible au Haïti. Nous attendons de nouvelles doses qui vont arriver au pays et nous sommes en contact avec le ministère de la Santé pour qu'il y ait plus de collaboration, pour que l'on puisse atteindre au moins la couverture des 20% les plus vulnérables et utiliser les vaccins pour éviter qu'il puisse y avoir des décès ou une vague de transmission dans le pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Melina Ochoa de México, elle demande si Omicron, si AstraZeneca la protège contre ce variant. Il est nécessaire d'attendre. Nous savons que lorsque surgit un nouveau variant, et j'en ai déjà parlé, Jairo en a parlé déjà, qu'est-ce qui s'est passé avec le variant Delta, par exemple? On a pu vérifier qu'il y a eu une petite diminution de la capacité des vaccins à protéger contre les infections modérées, légères. Mais la capacité de protection du vaccin a été protégée
Et c'est pour cela que les vaccins sont importants pour protéger les cas graves et les décès. Ceci s'est passé avec Delta et ceci a été le résultat de plusieurs études qui ont été menées. En ce moment, il y a des équipes d'épidémiologues qui révisent les données qui nous viennent d'Afrique, surtout d'Afrique du Sud, où il y a une transmission importante d'Omicron, mais dans les autres pays, il y a des cas, mais ce sont des cas qui n'ont pas une importance épidémiologique encore, parce que la plupart des cas continuent à être causés par le variant Delta. Par conséquent, il est important de ne pas écouter des rumeurs et d'attendre un peu pour qu'une évaluation consensuelle soit faite après la réunion des groupes d'experts de l'OMS. Nous allons dans quelques jours avoir davantage d'informations qui seront partagées avec les pays, avec les ministères de la Santé, avec les populations, mais qui, ces données se baseront sur des évidences scientifiques et solides. Merci, Dr Barbosa. Nous arrivons à la fin de notre session qui nous vient de Laura Barros, de l'Agence EFE. Elle demande si nous avons la capacité nécessaire dans la région pour détecter rapidement l'arrivée de certains variants tels que Omicron. Docteur Aldigueri, j'ai abordé cette question lorsque j'ai répondu au correspondant du Mexique. Le réseau des Amériques a un réseau de surveillance génomique qui a commencé avec le virus influenza, avec la fièvre jaune, et que nous avons adapté au SARS-CoV-2. Nous avons 7 laboratoires régionaux de référence qui couvrent toutes les sous-régions du continent, Amérique du Nord, Amérique centrale, Amérique du Sud et les Caraïbes. Et ces laboratoires sont liés, interconnectés. Nous avons des avancées dans beaucoup de pays où il y a une capacité nationale pour la séquenciation du virus. Et maintenant, avec ces données, les pays ont la possibilité de pouvoir détecter les variants préoccupants, les variants d'intérêt, y compris le variant Omicron. J'espère avoir répondu à la question de la journaliste de EFE. Donc, nous passons à notre dernière question en anglais. Dernière question. À l'approche de la fin de l'année, comment les pays se débrouillent quant à la vaccination et quelles sont la vue d'ensemble, la perspective pour l'année prochaine de la part de l'OPS? Dr Etienne, laissez-moi vous remercier pour cette question, une importante question à la fin de cette année 2021. Ce qui est très clair, c'est que les vaccins ont sauvé des millions de vies et empêché des millions d'hospitalisations. Mais cela a nécessité des efforts incroyables. Nous avons lancé des campagnes de vaccination nationale contre la COVID-19 avec des nouvelles conférences et nouveaux systèmes de surveillance et des services régionaux de surveillance. Plus de 19 millions de gens sur le continent américain ont reçu un schéma complet de vaccination, y compris les doses reçues à travers du mécanisme COVAX ou des doses qui ont été achetées directement par les pays aux fabricants. Aujourd'hui, plus de 73 millions de doses de vaccins contre la COVID ont été distribuées sur le continent américain en recourant au fonds rotatif de l'OPS et le mécanisme COVAX. Nous avons vu des dons généreux de la part des États-Unis, de l'Espagne, du Canada et de la part d'autres pays qui ont permis que le mécanisme COVAX livre près de 20 millions de doses complémentaires au continent américain. Et ces dons doivent continuer. Et il y a eu des promesses dans ce sens pour 2022. Donc, grâce à ces efforts, 32 des 51 pays et territoires des Amériques ont atteint l'objectif de l'OPS de la couverture de 40% de la population au 31 décembre 2021. Et nous croyons que de nombreux autres pays vont atteindre ce taux fixé par l'OMS dans les prochaines semaines. Mais
il reste encore 19 pays et territoires des Amériques qui doivent encore atteindre ce taux de 40% de leur population. Haïti, la Jamaïque, Saint-Vincent, la Grenadine, le Guatemala, la Guyane française, Sainte-Lucie et Montserrat signalent une couverture vaccinale qui n'excède pas les 30%. Donc, l'OPS va soutenir ces pays de façon encore très proche pour qu'ils puissent atteindre l'objectif mondial et protéger leur population. La disponibilité des vaccins au niveau mondial a augmenté ces derniers mois et le fonds renouvelable de l'OPS obtient un engagement de la part des États membres pour obtenir des doses directement des fabricants, donc des laboratoires. Donc, c'est une option d'achat supplémentaire à des prix peut-être plus compétitifs pour nos pays. Des accords ont déjà été atteints avec l'AstraZeneca de la part du laboratoire Janssen, Sinopharm, Sinovac, et des négociations sont en cours et en bonne marche avec d'autres fournisseurs de vaccins, et ces négociations sont dans la phase finale. Pour contrôler cette pandémie et éviter des catastrophes économiques et sociales supplémentaires, les pays doivent redoubler d'efforts pour atteindre tous les gens qui sont en situation de risque élevé et pour qu'elles complètent leur schéma vaccinal. Une dose ou 2 doses ou 3 doses ne va pas suffire. L'OPS fournit déjà du soutien pour évaluer les efforts de développement de campagnes de vaccination, pour tirer des enseignements et les plans de vaccination nationale pour qu'il y ait une égalité devant le vaccin, et c'est très important. Mais l'OPS pense encore plus loin et nous essayons d'affronter le problème de la production limitée et la distribution limitée sur le continent américain en développant une plateforme régionale pour la production sur notre territoire de vaccins. Ces investissements, nous en sommes persuadés, vont bien servir la région, vont permettre de développer les services d'immunisation pour les prochaines pandémies et épidémies. Et donc, ces fonctionnalités seront disponibles. Donc, 2022 va être une année meilleure pour l'offre de vaccins, mais il y a encore certaines inquiétudes. La première d'entre elles, nous avons besoin de plus de vaccins pour notre pays. Nous l'avons répété maintes fois, et il nous faut faire plus d'efforts pour faire acheminer des vaccins dans notre pays. Nous en avons besoin. Deuxièmement, nous sommes inquiets par les tendances observées dans certains pays où, pour la disponibilité pour des campagnes de vaccination développées envers les jeunes avant de protéger les populations à risque. Et ces écarts peuvent s'agrandir dans les zones éloignées pour les populations vulnérables. Donc, c'est un défi qu'il nous faut relever et tous nos pays doivent le relever. Il y a d'autres défis pour l'année qui commence, y compris des stratégies de développement de la communication pour favoriser l'acceptation de la vaccination, pour atteindre toutes les communautés se sentent engagées et pour que nous atteignions tous les professionnels de la santé et pour qu'ils deviennent les défenseurs de ces campagnes de vaccination. De nombreux pays ont déjà lancé des campagnes de communication efficaces pour augmenter les campagnes de vaccination. Et l'OPS continue à lancer des outils et déployer des efforts pour ce déploiement de campagnes de communication et campagnes de communication de crise pour lutter contre ces fausses rumeurs et la diffusion de la désinformation et pour répondre aux inquiétudes de ceux qui résistent à se faire vacciner. Donc, nous avons déployé cela dans toute la région pour lutter contre la désinformation et la signaler et pour que les gens aient confiance dans les sources fiables d'informations. Laissez-moi, au nom de l'OPS, réitérer nos remerciements à vous, les journalistes et les gens des médias, nos partenaires et collaborateurs et collaboratrices, scientifiques et chercheurs,
professionnels de la santé et autres personnels d'aide, la communauté civile, la société civile et tous ceux qui travaillent pour en finir avec cette pandémie, tous ceux et toutes celles. Je vous souhaite de bonnes fêtes et des fêtes en toute sécurité et souhaite tout le meilleur pour l'année qui va commencer. Nous vous retrouvons en 2022. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Etienne, pour ces mots de conclusion et la perspective pour l'année prochaine. Nous arrivons à la fin de notre session aujourd'hui. Comme l'a dit Madame le directeur, la directrice, c'est notre dernière session de cette année. Nous allons reprendre l'année prochaine. Vous pouvez envoyer vos questions à sur par Internet, bien évidemment. Nous allons bien évidemment vous tenir au courant et à jour au sujet de la situation épidémiologique avec des communiqués hebdomadaires. Je remercie les journalistes qui ont été avec nous pendant cette année, nos collègues techniques qui ont rendu possible la transmission de cette session et aux interprètes. Et je vous souhaite une bonne année avec beaucoup de santé. Et nous nous verrons au début 2022. Merci beaucoup et bonne année à tous.